Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, le ras-le-bol des professeurs d'un collège de Blois. Ils s'insurgent des nombreux actes de violence subis au quotidien après qu'un élève ait exhibé un couteau en cours. J-30 avant la présidentielle, nous sommes allés à la rencontre des jeunes. Que pensent-ils de cette campagne? Se sentent-ils concernés par les programmes des candidats? Focus dans ce journal. Les marchés d'Indre-et-Loire en perte de vitesse. En 10 ans, 5 ont disparu, faute de fréquentation. La Chambre de commerce lance une grande opération pour essayer d'attirer de nouveaux clients. Mais on commence ce journal avec ces enseignants du collège Rabelais de Blois qui ont décidé de se mettre unanimement en grève aujourd'hui. La raison, la semaine dernière, un élève de 5e avait brandi un couteau en classe. Le collégien n'a écopé que d'une journée d'exclusion, une punition jugée bien insuffisante par les professeurs de l'établissement qui dénoncent une hausse des violences verbales et physiques et un manque de dialogue avec leur hiérarchie. Explication, Amanda Breuer-Rivera. Piquet de grève devant le collège Rabelais à Blois. La quasi-totalité de l'équipe enseignante a arrêté le travail pour dénoncer la récente décision de la direction. Exclure une journée un élève qui a exhibé une arme blanche durant un cours sans convoquer le conseil de discipline. Cette décision, ils l'ont vécue comme un camouflet. Les professeurs et leur soutien dénoncent une sanction bien trop légère et l'absence de concertation. Amener une arme blanche, vous prenez une journée. Ils auraient tort de ne pas le faire, ça peut être drôle finalement. Ça peut être amusant. On va voir ce qui se passe, quoi. Mais, moi, je peux pas travailler dans des conditions comme ça, parce que ça veut dire que s'ils en sont là, ils sont pas à leur travail. Donc, ils sont pas concentrés sur la réussite, leur propre réussite, quoi. Violence des discours, insultes faciles, problème plus général de discipline, quand cela ne va pas plus loin. Certains professeurs ont recensé depuis le début de l'année au moins 5 appels au SAMU pour soigner un élève blessé dans une bagarre ou une bousculade. Pour cette quarantaine de grévistes, seuls quelques éléments perturbent les cours, au détriment des autres collégiens. Démoralisés, les grévistes ne se sentent pas soutenus par leurs supérieurs et les syndicats demandent plus de moyens. La direction du collège, on ne va pas dire qu'elle est défaillante, on dit que du point de vue des collègues du collège, elle ne soutient pas suffisamment son équipe et elle tente d'imposer des choses contre l'avis des professionnels que sont nos collègues qui ont en charge les élèves dans les classes. Et ce qu'on dit, c'est que ce climat de confiance qui doit être réciproque entre la direction d'établissement et les personnels du collège doit être rétabli. Ce soir, une délégation FO, SNES, FSU a rendez-vous avec l'inspecteur de l'académie. De cette réunion découlera la décision de poursuivre ou non le mouvement. Nous vous en parlions hier, ce violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans les bâtiments de la société Proludique, spécialisée dans les aires de jeu pour enfants. L'entreprise est détruite à 50%. Résultat, une bonne partie des 130 salariés se retrouvent aujourd'hui au chômage technique. Et pour le patron de cette entreprise familiale, le plus dur reste à faire, retrouver des locaux et relancer sa chaîne de production. Depuis hier matin, un grand élan de solidarité s'organise. Aurélie Renaud. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien sont nombreux sur la page de Proludique. Parmi eux, des clients et parfois des entreprises locales. Des patrons qui souhaitent apporter leur aide. C'est le cas de Sophie, qui dirige une société de télécommunications à Roche-Corbon. Sophie n'a jamais travaillé avec Proludique, ni même rencontré le PDG de l'entreprise, mais elle souhaite apporter un coup de main. C'est une situation de crise, donc de pouvoir leur mettre du matériel à disposition en urgence, de manière à continuer à être joignables de façon continuelle et à assurer leur métier. L'entreprise de Sophie propose de la téléphonie, d'autres des locaux de stockage, des gestes de solidarité qui font du bien, mais le patron de Proludique veut partir sur des solutions pérennes. Objectif numéro 1, trouver à proximité un bâtiment pour remettre en marche un atelier. Il ressemblait à ça avant l'incendie. Aujourd'hui, ce parc machine de 2 millions d'euros est sous les cendres. Autre défi, remettre le réseau informatique en place pour ne pas être coupé des clients. Notre challenge aujourd'hui, c'est de reconstituer ce qui a été détruit dans une période qui peut aller de 1 à 3 mois. Reconstituer de façon, on va dire, durable, qui nous permette d'avoir aussi les mêmes coûts de production qu'avant. La semaine prochaine, les 130 salariés seront au chômage technique car le site doit être déblayé et nettoyé. Après cette période, l'activité doit reprendre, même en pointillé, avec par exemple le service livraison qui fonctionnait aujourd'hui. Idem pour le service après-vente et l'équipe des 25 commerciaux. Selon le PDG, l'entreprise devrait être reconstruite sur le même site d'ici 2 ans.
En bref, important rapprochement dans le monde de l'immobilier, le groupe tourangeau Citia s'offre le réseau d'agences immobilières La Forêt par le biais de sa holding Arche présidée par Philippe Briand. Les deux entités continueront de coexister. Ce rapprochement permettra de dégager des synergies entre Citia, numéro 3 français de l'administration de biens, et le réseau d'agences La Forêt. À J-1 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les meetings se multiplient, les sondages vont bon train, les interviews des candidats inondent les médias et les réseaux sociaux. Difficile pour autant de se faire sa propre opinion, surtout quand on vote pour la première fois. La jeunesse face à la politique, c'est notre focus présidentiel. Désabusés, déçus, voire même écœurés, les jeunes semblent avoir bien du mal à s'intéresser aux prochaines élections présidentielles. Des débats qui demeurent néanmoins au cœur de leurs discussions car certains sujets les touchent directement. Beaucoup d'entre eux iront d'ailleurs voter pour la toute première fois. Alors que pensent-ils de cette campagne? Pourquoi ne se reconnaissent-ils pas dans les propositions des différents candidats? Et surtout, se déplaceront-ils dans les urnes le 23 avril et le 7 mai prochain? Eh bien, nous sommes allés leur poser la question. Reportage signé Adrien Portron et Thibaut Alviry. Midi passé, l'heure du déjeuner a sonné à l'université de Tours. C'est le moment pour les étudiants de sortir la tête de leur cahier. Et un sujet revient dans les discussions, les présidentielles. C'est le cas d'Alban et son amie, étudiante en administration économique et sociale. Soucieuse de son avenir, cette prof-Fillon, pour son premier vote, s'inquiète de la précarité croissante chez les jeunes. J'ai envie de savoir en fait pourquoi je fais des études, de me dire que là, si je fais 5 ou 7 ans d'études ou si là j'arrêtais pour aller en école de commerce par exemple, j'ai besoin de me dire que après avoir fait tout ça et avoir donné tout ce que je pouvais dans mes études, je sors et j'ai quelque chose à la hauteur de ce que j'attends. Un travail. Un travail, c'est ce qu'est venu chercher Younes. Cet Espagnol de 22 ans a quitté la crise dans son pays il y a 4 ans. En quête d'un avenir meilleur en France, il ne cache pas aujourd'hui sa déception. Là, on se tape des heures et des heures à réviser, à préparer des TD, à rester à la BU et tout ça. Des week-ends, quand on reste fermé chez nous pour travailler et tout ça, pour à la fin ne pas avoir un travail, on se sent un peu insulté. J'ai peur, mais ça ne change rien. La seule façon de l'éviter, c'est voter ou être actif politiquement. Mais Younes est impuissant face à cette situation. Il ne peut pas voter. Il ne dispose pas encore de la double nationalité. D'autres, comme Alex, n'iront pas voter non plus. Ils dénoncent une mascarade électorale et un ras-le-bol général. On se rend compte de toutes les limites du système. Je veux dire, on a un candidat qui n'a même pas de programme, qui monte grâce uniquement à certains médias. On a les trois premiers en tête de sondage qui ont tous des casseroles au cul. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Inconcevable pour Alex, qui travaille en plus de ses études. Mes parents ne peuvent pas tout prendre en charge, quoi. Donc je les aide avec ça, ils m'aident un petit peu, enfin je me débrouille, quoi. Et si tu n'avais pas ce travail ça serait très très compliqué. Non, honnêtement, sans travailler, je pense pas que je pourrais faire des études. À un mois du premier tour des élections présidentielles, 48% des jeunes de 18 à 25 ans déclarent ne pas vouloir voter. Entre défiance et incompréhension, la jeunesse semble désabusée. Mettre en avant et rendre plus attractive la ruralité. C'était tout l'enjeu de la première édition du Carrefour des territoires. Cela se passait à Blois aujourd'hui où une cinquantaine d'entreprises, institutions et élus du Loir-et-Cher ont pris le temps d'échanger, de réfléchir et de proposer des solutions pour l'avenir de ces territoires menacés. Alors face à la vacance des logements, la désertification médicale ou bien encore l'urbanisation des périphéries, que faire? On écoute Marie-Hélène Millot, présidente du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Loir-et-Cher, suivie de Maurice Leroy, président du département. Que peut-on mettre dans ces magasins qui sont vides? Comment refaire des logements dans des bâtiments où il y a aussi de la vacance? Donc c'est des thèmes que nous traitons au quotidien. Nous avons actuellement 146 dossiers avec les communes du Loir-et-Cher. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet majeur. Avec le déploiement du très haut débit, c'est la révolution numérique et digitale qui va permettre de faire en sorte que les territoires ruraux ne soient pas relégués et ne soient pas mis au banc de la métropolisation.
Les marchés ont-ils toujours la cote en Indre-et-Loire? Certains, en tout cas, ont bien du mal à subsister. D'autres ont tout bonnement disparu. En 10 ans, sur ces 123 marchés, le département en a perdu 5. Baisse du pouvoir d'achat, baisse de fréquentation et donc baisse du chiffre d'affaires pour les commerçants. L'association des marchés de Touraine a donc décidé de lancer une grande opération séduction en mettant en œuvre plusieurs actions pour essayer d'attirer de nouveau les clients. Sephora Namani. Le jeudi matin, c'est le jour du marché dans le quartier de la Rabière à Jouer-les-Tours. Grâce à ses 140 vendeurs, il est le 3e plus important d'Indre-et-Loire. On y vient pour ses odeurs, ses couleurs, ses produits frais et son ambiance. Dans les produits frais, la gentillesse des commerçants. Puis en plus, c'est généreux. Vous achetez 1 kilo, on vous en donne 3. Du coup, vous en faites profiter vos voisins. Cette ambiance-là, on la retrouve nulle part ailleurs. Pour d'autres, on apprécie la Rabière pour les bons conseils de ses commerçants comme à cet étal de lingerie. Depuis que je les connais, je prends tous mes sous-vêtements ici. D'accord, donc c'est vraiment ce que vous venez chercher sur le marché. Ben oui, les fruits et légumes et les sous-vêtements. Et malgré sa clientèle fidèle, ce commerçant depuis 40 ans accuse une baisse de fréquentation significative depuis ces 5 dernières années. En cause, la baisse du pouvoir d'achat conduisant à de nouveaux modes de consommation. La baisse de fréquentation, je pense qu'elle est due que les gens achètent de plus en plus sur Internet. Le pouvoir d'achat a baissé, donc ils recherchent davantage le prix que le produit, la qualité. Si les vendeurs de denrées alimentaires sont moins touchés, les commerçants de produits manufacturés ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 35 à 50%, comme Dominique. Chapelière depuis 28 ans sur les marchés, elle l'explique par les grands magasins et l'ouverture dominicale des petites supérettes. C'est dû aussi à la mutation du commerce vers Internet, à l'expansion schizophrène de toutes les grandes surfaces partout dans les agglomérations, même dans les petites villes. En 10 ans, l'Indre-et-Loire a perdu 5 marchés et n'en compte actuellement plus que 123 dans tout le département. Beauval va-t-il accueillir un bébé panda? Pour l'instant, rien n'est encore sûr, mais tous les espoirs sont encore permis. 10 jours après avoir observé les premiers signes annonciateurs de la période de fertilité de la femelle, le couple star de Plantigrade a été mis en contact plusieurs fois la nuit dernière. L'expérience a été positive, mais c'est malheureusement avérée infructueuse. Les équipes de Beauval et le vétérinaire chinois spécialiste de la reproduction des pandas ont donc préparé une insémination artificielle. Un prélèvement a été réalisé sur le mâle. La femelle s'apprête donc à recevoir cette insémination. L'arrivée des Yuanzi et Wanwan en 2012 avait fait augmenter de 60% la fréquentation du zoo. Cette semaine, dans le Grand Talk, l'émission de la rédaction, notre grand dossier est consacré au troc et aux nouvelles formes de consommation solidaire. En plateau, une représentante des systèmes d'échange locaux, un bénévole du Ripper Café ainsi qu'un chercheur en stratégie marketing. Extrait. Alors vous, votre leitmotiv, c'est tout individu possède des compétences, des moyens ou du temps qu'il peut échanger avec les autres sans utiliser d'euros. Par exemple, qu'est-ce qui se fait dans votre cell ici à Tours ? Alors il y a un peu de tout, entre les services d'aide soit au jardin par exemple, ou garde d'enfants, d'animaux, de plantes. Pour Julie Gianni, échanger sa maison, c'est pouvoir vivre autre part le temps d'un week-end, d'un séjour de vacances comme chez eux. Cette famille de Saint-Avertin a pu poser devant l'Empire State Building ou des camions de pompiers new-yorkais à moindre frais. Le consommateur n'est plus juste un spectateur de ce qui se passe, d'une offre ou d'un service qu'on va lui donner. Il veut co-créer cette offre, il veut la partager avec les acteurs locaux. Quand on occupe un logement comme ça, on va aller à la boulangerie, on va davantage s'immerger, le terme a été employé justement dans ce reportage, dans des contextes expérientiels. Grand gagnant de la primaire écologiste, il a pourtant décidé de renoncer à la présidentielle et de s'effacer en faveur de Benoît Hamon, le candidat socialiste. Dans quelques instants, le député européen d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.